26 février 2022. Il est 6 heures du matin à Moscou. Et en quelques heures, 300 milliards de dollars de réserves de change russes, accumulées sur des décennies, déposées dans les banques centrales d'Europe et d'Amérique, sont gelées. La Russie ne peut plus y toucher. Sa propre richesse nationale, construite année après année depuis l'effondrement de l'Union soviétique, lui devient inaccessible en 48 heures. Vous avez vu passer cette information dans les journaux. On vous l'a présentée comme une sanction, comme une réponse à l'invasion de l'Ukraine. Et c'était vrai. Mais voici ce que personne ne vous a expliqué clairement. Cette décision n'a pas seulement frappé la Russie. Elle a envoyé un signal à l'ensemble des nations non occidentales, un signal qui résonne encore aujourd'hui, parce qu'il est en train de remodeler l'architecture financière mondiale. Et avec elle, votre pouvoir d'achat, l'efficacité de la politique étrangère française et l'équilibre des puissances pour les décennies à venir. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le grand angle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui se construit vraiment derrière les annonces BRICS, loin des déclarations fracassantes et des raccourcis médiatiques. Vous allez comprendre la différence cruciale entre une monnaie commune, un système de paiement alternatif et des accords bilatéraux déjà opérationnels. Et surtout, vous allez repartir avec une grille de lecture concrète en 3 questions qui vous permettra de déchiffrer seul les prochaines annonces de ce bloc et de comprendre ce qu'elles signifient pour vous ici en France. Restez jusqu'à la fin. Vous comprendrez exactement ce qui change dans ce rapport de force monétaire et pourquoi l'essentiel n'est pas là où les médias le placent. Pour suivre chaque nouvelle analyse sur la géopolitique et l'économie mondiale, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous serez ainsi averti dès la publication de chaque nouveau dossier. Posons les faits précisément. Depuis plusieurs mois, circule une idée séduisante, largement relayée sur les chaînes anglophones. Les BRICS auraient lancé une monnaie commune baptisée The Unit, adossée à 40% à de l'or physique et à 60% à un panier pondéré de devises membres. Selon ces récits, cette monnaie serait opérationnelle depuis janvier 2026, permettant déjà de régler le commerce international sans un seul dollar. La réalité est plus nuancée, et cette nuance est précisément ce qui compte pour comprendre l'ampleur réelle de la transformation en cours. À ce stade, The Unit n'est pas une monnaie commune opérationnelle à grande échelle. C'est un projet, une proposition sérieuse soumise aux membres des BRICS lors du sommet de 2024, et non encore un instrument de règlement généralisé entre nations. Confondre les deux, c'est soit exagérer la menace pour dramatiser, soit la minimiser pour rassurer. Les deux erreurs se paient. Ce qui existe réellement, ce sont 3 réalités distinctes qu'il faut savoir nommer. La première, ce sont les accords bilatéraux en monnaie locale. Ils sont déjà opérationnels et leur ampleur est considérable. La Chine et la Russie règlent aujourd'hui plus de 90% de leur commerce bilatéral en yuan et en rouble, sans un seul dollar. Ce n'est pas une annonce, c'est une réalité mesurée, documentée, en place depuis plusieurs années. L'Inde, de son côté, achète du pétrole russe en roupies et en dirhams émiratis. Certaines transactions pétrolières entre la Chine et les Émirats arabes unis ont été réglées en yuan. Ce sont encore des volumes minoritaires, mais symboliquement, le verrou a sauté. La deuxième réalité, ce sont les systèmes de paiement alternatifs. Ils sont en construction et leurs fondations sont déjà posées. La Chine a développé le CIPS, le Cross-Border Interbank Payment System, une alternative partielle au système SWIFT qui domine les échanges financiers internationaux. La Russie a développé le SPFS, son propre équivalent de messagerie interbancaire. Et surtout, un projet baptisé M-Bridge, mené conjointement par la Chine, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et Hong Kong, a permis de conduire des tests réels de règlements transfrontaliers instantanés entre banques centrales, en dehors des circuits financiers traditionnels dominés par l'Occident. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas une promesse. Des paiements réels ont transité par cette plateforme. La troisième réalité, c'est l'accumulation d'or physique. Depuis 2022, les banques centrales des pays émergents achètent de l'or de manière soutenue et croissante. La Chine augmente régulièrement ses réserves officielles. La Russie, la Turquie, l'Inde figurent parmi les premiers acheteurs mondiaux. Cette tendance est réelle, documentée, et elle reflète une stratégie délibérée de diversification hors du système dollar. Voilà ce qui se passe réellement. Non pas une monnaie commune déjà en circulation,
mais un écosystème alternatif qui se construit couche par couche, brique par brique. Maintenant, la vraie question. Pourquoi maintenant? Et pourquoi ce mouvement est-il structurellement différent des tentatives précédentes? La réponse tient en une date, celle que nous avons évoquée en ouverture, le 26 février 2022. Voici ce que ce gel des réserves russes a vraiment révélé. Depuis des décennies, le dollar occupe une position unique dans l'économie mondiale. C'est la devise de règlement du commerce international. C'est la devise de réserve des banques centrales. Et c'est surtout le passeport d'accès au système financier mondial. Si un pays commerce en dollars, il passe par le réseau SWIFT. S'il est exclu de SWIFT, il est coupé du commerce mondial. Ce pouvoir, les États-Unis l'ont exercé progressivement, d'abord contre des États marginaux, puis contre des économies de plus en plus significatives. Mais en gelant 300 milliards de dollars de réserves russes, en touchant la 11e puissance économique mondiale, Washington a franchi un seuil psychologique. Il a démontré que cette arme financière pouvait être utilisée contre n'importe qui, pas seulement contre des régimes isolés, contre une grande puissance. La Chine a regardé. Elle détient plusieurs milliers de milliards de dollars d'actifs américains. Si une confrontation militaire autour de Taïwan s'intensifie, ces actifs peuvent-ils être gelés à leur tour? La réponse juridique et politique est oui. Et cette réponse est stratégiquement insupportable pour Pékin. Voilà le calcul que Pékin fait chaque jour. Mais le signal a été capté bien au-delà de Pékin. Des gouvernements d'Afrique, du Golfe, d'Asie du Sud-Est se sont posés la même question. Si je contrarie Washington sur une question de politique, mes réserves sont-elles en sécurité? C'est ce mécanisme de vulnérabilité perçu et non l'idéologie anti-occidentale qui est le vrai moteur de cet écosystème alternatif en construction. Mais voici ce qui est encore plus important à comprendre. Les limites de cet écosystème sont réelles, elles sont profondes et elles comptent. Le yuan ne représente qu'entre 3 et 5 des paiements internationaux. La Chine maintient des contrôles de capitaux stricts qui empêchent le yuan de devenir une véritable devise de réserve mondiale, librement convertible, librement détenue. Certaines devises des membres des BRICS ne sont pas convertibles. Et la confiance entre membres reste fragile. L'Inde et la Chine ont des contentieux frontaliers non résolus. L'Arabie saoudite et l'Iran sont des rivaux régionaux de longue date. Le Brésil et la Chine ont des visions économiques profondément différentes. Ce n'est donc pas la fin du dollar. Le dollar reste impliqué dans entre 78 et 90% des transactions sur le marché des changes mondial. Les marchés obligataires américains restent les plus profonds et les plus liquides du monde. La règle de droit américaine offre des garanties institutionnelles que le système BRICS n'est pas encore en mesure de répliquer. Ce qui change, ce n'est pas que le dollar disparaît. C'est que pour la première fois depuis Bretton Woods, cet accord de 1944, qui a fait du dollar la devise de référence mondiale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, des pays disposent d'une option crédible, imparfaite, incomplète, mais réelle. Et cette optionnalité, même partielle, change la dynamique de pouvoir, parce qu'un monopole contesté n'est plus tout à fait un monopole. Concrètement, pour vous, qu'est-ce que cela signifie? 3 conséquences méritent votre attention directe. La première concerne votre pouvoir d'achat. Si la demande mondiale de dollars diminue, même progressivement, le dollar tend à se déprécier. Or, les matières premières mondiales, le pétrole, les céréales, les métaux, sont encore largement libellés en dollars. Un dollar moins fort signifie que ces matières coûtent plus cher pour la France. Cette inflation importée se retrouve dans vos factures d'énergie, dans les prix à l'épicerie, dans le coût de production des entreprises françaises. La deuxième vous concerne en tant que citoyen d'un pays qui utilise les sanctions économiques comme outil central de sa diplomatie. La France, l'Europe s'en servent régulièrement. Elles ont été utilisées contre l'Iran, contre la Russie, contre la Biélorussie. Mais si les pays ciblés peuvent commercer en dehors du système dollar, si des alternatives de paiement existent, ces sanctions perdent une partie de leur mordant. C'est un levier géopolitique qui s'émousse. Et pour un pays comme la France, qui utilise ces instruments dans ses relations avec l'Afrique, le Moyen-Orient, dans la gestion des crises régionales, c'est une contrainte stratégique réelle. La troisième concerne votre épargne. Les banques centrales du monde entier accumulent de l'or depuis 2022, à un rythme soutenu et croissant. Cette demande structurelle, si elle persiste,
exerce une pression à la hausse sur les prix de l'or à long terme. Non pas parce que les investisseurs spéculent, mais parce que les États en ont besoin fonctionnellement, pour adosser leur nouveau système de règlement. Pour les épargnants qui diversifient une partie de leur patrimoine en métaux précieux, ce contexte mérite attention. Voilà ce que cette séquence révèle vraiment. Elle révèle d'abord que l'arme financière a un coût caché. En gelant les réserves russes, l'Occident a obtenu un effet dissuasif immédiat, mais il a simultanément convaincu la moitié du monde de réduire son exposition au dollar. L'outil a fonctionné contre sa cible, et il a précipité la fuite de ceux qui ne voulaient pas être la prochaine cible. Elle révèle, ensuite, que la transition monétaire mondiale est réelle, mais lente, partielle et semée d'obstacles. Ce n'est pas le remplacement du dollar, c'est sa dilution progressive dans un système plus fragmenté, où plusieurs devises et plusieurs rails de paiement coexistent selon les régions, les alliances et les intérêts stratégiques. Le dollar restera dominant pour encore de nombreuses années, mais sa domination n'est plus incontestée. Elle révèle enfin quelque chose de plus profond. L'ordre financier mondial que vous avez connu depuis votre naissance n'a pas été bâti sur des règles neutres et universelles. Il a été construit sur la puissance américaine et maintenu par l'absence d'alternative crédible. Cette alternative n'est pas encore là, mais les fondations se posent. Et quand une option existe, même imparfaite, le rapport de force n'est plus jamais tout à fait le même. La question qui reste en suspens est simple. Dans 10 ans, quelle part du commerce mondial se réglera en dehors du dollar? Et à ce moment-là, qui détiendra l'or? Et c'est précisément pour cela que cette grille de lecture a de la valeur. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une monnaie commune des BRICS, posez-vous 3 questions. Est-ce une monnaie commune ou un système de paiement? Est-ce opérationnel à grande échelle ou encore en phase de test? Et qui en bénéficie vraiment et pourquoi maintenant? Ces 3 questions vous donneront une grille de lecture que peu de commentateurs appliquent. Pensez-vous que l'Europe devrait accélérer sa propre autonomie stratégique financière ou que le maintien du lien avec le système dollar reste la meilleure protection? Dites-le nous en commentaire. Nous nous retrouvons très bientôt sur le grand angle.